Bonjour, je suis Laurent de Roglaudre. Je suis aujourd'hui avec Christian Loridon. Christian, bonjour. Bonjour. Christian est un de mes mentors depuis plus de 20 ans, depuis le début des années 90. J'ai eu l'occasion de travailler avec lui dans de nombreux registres à titre personnel et aussi avec de nombreuses équipes que j'ai eu avec qui j'ai eu le plaisir de travailler. Et Christian, dans un premier temps, va nous expliquer son parcours, qui il est. Donc Christian, est-ce que tu peux te présenter Oui, tout à fait. J'ai démarré il y a à peu près quarantaine d'années dans le métier du conseil. D'abord au Canada, où j'ai passé 5 ans, après des études que j'avais faites à une école de commerce. Ce que j'en ai retenu de cette expérience, c'est 2 choses essentielles. D'abord, une très forte culture du résultat, à laquelle sont très attachés les Nord-Américains. Et puis, deuxième, c'est j'ai découvert là-bas, en suivant des cours à l'Université Laval, j'ai découvert là-bas le première approche du coaching, en fait, qui à l'époque s'appelait du counseling. Donc j'ai suivi une maîtrise en psycho à l'Université Laval. C'était important pour moi parce que ça remonte quand même au début des années 70. Et à l'époque, on ne parlait pas de coaching encore, on parlait de counseling. Le counseling, c'est une relation d'aide professionnelle avec des gens que l'on faisait évoluer, grandir, en recherche d'autonomie. Et donc c'était quelque chose qui était pour moi une grande découverte, puisque aujourd'hui, où j'accompagne encore des cadres et des dirigeants, je me sers de cette expertise que j'ai découvert à ce moment-là, il y a une quarantaine d'années, quoi. Donc ça, c'est l'expérience canadienne. De retour en France, donc, je crée avec un associé une structure de conseil en développement des ressources humaines que je manage pendant une vingtaine d'années avec des filiales à Paris, à Lyon, le siège étant à Marseille, ce qui n'était pas évident pour travailler dans le Nord et à Paris en particulier. Et puis une filiale au Canada également à Montréal. Et puis au bout d'un certain temps, au bout d'une vingtaine d'années où avec mon associé on a managé cette affaire, j'ai vendu cette affaire à un grand groupe de conseils en management français, dans lequel j'ai été dirigeant pendant 5 ans. Et puis au début des années 2000, j'ai décidé de reprendre mon indépendance et donc de continuer à travailler seul dans essentiellement l'accompagnement de cadres et de dirigeants. Et aujourd'hui, je suis à la retraite depuis 6 ans, mais la première chose que j'ai fait quand j'étais à la retraite, quelques jours après, c'était de créer une nouvelle structure, une petite SARL pour développer une activité de conseil et de coaching, enfin d'accompagnement, parce que je préfère moins le terme accompagnement. Et donc je travaille à peu près 50 jours par an, volontairement, mais je ne veux pas en faire plus, donc j'ai l'extrême chance de choisir mes clients, c'est du luxe, j'en ai tout à fait conscience, mais l'idée c'est vraiment de travailler pour le plaisir et donc de pouvoir accompagner mes clients en les choisissant et en besoin de faire de l'alimentaire pour mon temps. Ce métier t'a donc amené à accompagner de nombreux dirigeants, de nombreux managers. Comme je te l'ai expliqué, l'objet du site sur lequel on publie ces vidéos, c'est d'inspirer les lecteurs et les auditeurs sur le management, c'est quoi? Qu'est-ce que tu as remarqué comme grande qualité des managers qui réussissent? Qu'est-ce qui fait un peu les secrets de ces managers, en tout cas, le secret en tout cas. Moi j'ai une chose que j'ai remarqué, si tu veux, c'est que pour moi ce qui est très important en tant que manager, ça va être d'abord de savoir m'entourer, de ne pas avoir peur d'avoir des collaborateurs forts, et en conséquence d'essayer de les faire grandir. Pour moi, la qualité première d'un manager, c'est d'être capable de faire grandir ses collaborateurs. Donc il y a un côté pédagogique bien sûr, il y a un côté aussi dans le côté compréhension, empathie. La finalité finalement du management pour moi, c'est de développer l'autonomie des collaborateurs. Et l'autonomie des collaborateurs, c'est travailler sur 2 axes, c'est le développement des compétences, d'accord, et le renforcement de l'implication. Donc, et pour moi, ces deux éléments-là sont les éléments constituants de l'autonomie. Souvent, on entend dire de quelqu'un, il est autonome. Pour moi, ça ne veut rien dire du tout. Dans un travail donné, sur un objectif donné, l'autonomie se mesure par le fait que la personne est compétente, elle sait faire, et qu'en plus, elle a envie de faire.
Et c'est la conjonction de ces deux éléments qui rend la personne autonome. Donc ce qui est intéressant dans le management, c'est qu'on peut avoir des gens qui sont autonomes dans certains domaines et pas dans d'autres. Et donc il va falloir qu'on adapte notre management, notre type de management, être plus directif s'il s'agit de gens qui sont moins autonomes, être moins directif et plus délégatif. Donc il y a toute une approche un petit peu différente. D'ailleurs aujourd'hui je pense que le management a évolué. Autrefois on manageait les gens de manière un petit peu collective, un peu tout le monde pareil. Aujourd'hui j'aime mieux parler moi d'accompagnement individualisé. C'est-à-dire qu'en fait, quel est le niveau d'autonomie de la personne sur le sujet et comment il se sent par rapport à la situation. Le manager devrait être donc un mentor ou même un coach Ah ben pour moi c'est évident qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus un mentor, c'est beaucoup plus un... Bon, moi j'aime mieux parler aujourd'hui de coaching individualisé, d'accompagnement individualisé, c'est-à-dire quelle est la problématique de la personne que je veux faire grandir, qu'est-ce qui lui manque en termes de compétences, comment est-ce que je vais, sur quel levier de l'implication je vais agir, comment je vais donner du sens à ce qu'elle fait ou à ce qu'il fait, comment le rendre plus responsable, comment être moi-même un patron motivé pour être quelqu'un de motivant. Tout ça, c'est les leviers de l'implication sur lesquels je vais travailler, sachant qu'on a parfois des gens compétents mais qui sont indépendants parce qu'ils ne sont pas impliqués, donc ils sont indépendants. Donc on gère beaucoup de gens indépendants aujourd'hui dans l'entreprise et qu'on a du mal à rendre autonomes parce que justement il leur manque cette dimension de l'implication. Et l'implication serait-elle une conséquence aussi du sens? Ah, certainement, certainement, puisque parmi les leviers de l'implication, tu peux travailler sur, bien évidemment, la reconnaissance, hein, valoriser les gens, les reconnaître, les récompenser, bien sûr. Donc ça, c'est un des leviers. Il y a un autre levier qui est de donner du sens, finalement, à ce qu'ils font. Et aujourd'hui, on a le problème de l'immédiateté aujourd'hui et du day-to-day et du quotidien sur lequel on travaille. La difficulté, c'est de s'élever un petit peu au-dessus de tout ça pour pouvoir donner du sens à ce qu'on fait et à ce moment-là, avec le recul, faire les choses au bon moment et dans de bonnes conditions. Alors, je sais que tu as consacré une grande partie de ton métier sur ce qu'on appelle communément la gestion du temps, l'optimisation du temps. Comment tu relis tout ça par rapport à... Qu'est-ce qui est important à retenir pour un manager justement dans cette dimension-là? Bien, je crois que d'abord, pour moi en tout cas, ce que j'ai découvert, ça fait plus de 30 ans que je travaille sur ce sujet. J'avais déjà travaillé au Canada sur ce sujet qu'on appelait à l'époque Time Organization et qu'on appelle plus aujourd'hui Time Optimization. Donc il y a une évolution très caractéristique. D'abord aujourd'hui, je me refuse à travailler sur les symptômes. Beaucoup de gens travaillent sur les symptômes de la gestion du temps. Pour moi, la gestion du temps, c'est un problème d'attitude. Est-ce que j'ai envie de subir ma vie? Est-ce que j'ai envie de choisir? Est-ce que j'ai envie de retrouver ma liberté et de me battre pour ça? C'est-à-dire apprendre à dire non, mais dire non constructivement, à mon patron, y compris à mon patron, sachant que je défends les intérêts de la société, et que par conséquent, à certains moments, il est le principal chronophage, et si je constate qu'il y a des interruptions ou des dérangements qui ne sont pas en conformité avec les objectifs de l'entreprise, il peut y avoir des moments où il y a conflit. Donc je pense que pour moi, gérer son temps, c'est être acteur de son temps, être acteur de sa vie, et ça suppose d'ailleurs que je sache où je veux aller. Et pour moi, les gens qui savent gérer leur temps sont déjà les gens qui savent ce qu'ils veulent. D'accord ? Donc à partir du moment où on sait ce qu'on veut, qu'on définit des objectifs clairs, qu'on investit du temps dans les activités au rendement, c'est-à-dire celles qui contribuent réellement à l'atteinte des objectifs, et non pas de perdre son temps à faire des tas de choses et à gérer des tas d'urgences pour se rendre compte à la fin de la journée qu'on n'a rien fait, ou qu'en tout cas on a fait plein de choses qui n'avaient rien à voir avec l'essentiel. Pour moi, c'est un problème d'attitude, la gestion du temps. C'est pas un problème de recettes ou de trucs. Souvent, quand les gens viennent participer à des séminaires, ils me disent bah, écoutez, moi, apprenez-moi des trucs ou des recettes pour... Ça n'existe pas, ça. C'est est-ce que j'ai envie de me bagarrer pour retrouver la maîtrise de mon temps, être libre? Être libre. Pour moi, la maîtrise du temps, ça s'acquiert, ça peut très bien s'acquérir. Je pense qu'on peut être maître de son temps. Est-ce qu'il y a pas une dimension subversive aussi à l'intérieur de l'entreprise, si je peux aller dire non à partir du moment... Non, mais bien évidemment, les gens disent souvent c'est impossible de dire non
à son patron, mais comment voulez-vous que je dise non à mon patron? L'idée, c'est pas de dire non de manière subversive, c'est de dire non de manière constructive. On peut très bien expliquer à quelqu'un qu'il m'a demandé de faire quelque chose pour ce soir, que j'ai prévu d'y passer 3 heures cet après-midi, et que s'il me demande autre chose pour ce soir, il va y avoir un conflit d'objectifs. Donc on peut très bien en parler, plutôt que de dire démerde-toi, on verra si tu y arrives à la fin de la journée, ou de rajouter 2 heures à ma journée. J'ai aussi le choix de rajouter du temps au temps. Et à ce moment-là, je vais faire des semaines de 60 heures, 70 heures. Mais quid de l'efficacité de ces 70 heures? Et c'est un choix. C'est un choix. Moi, je souhaite que, effectivement, j'accepte très bien que des gens bossent 60 heures si c'est un choix. Mais je n'en connais pas beaucoup pour lesquels c'est un réel choix. Ça peut arriver. Hein. Moi, je pense que la gestion du temps, c'est quelles sont les valeurs que j'ai dans ma vie personnelle et professionnelle. Pour moi, il n'y a pas un écran entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Pour moi, c'est le même temps. Donc si j'ai envie ce soir d'être chez moi, si j'ai envie ce soir de voir mes enfants un peu plus longtemps, si j'ai envie... J'ai le choix. J'ai le choix. Et ça ne va pas à l'encontre de l'atteinte des objectifs? Pas du tout, au contraire. Au contraire, c'est que j'intègre mes objectifs personnels dans ma vie professionnelle. Et vous le voyez, tu le vois bien, quand quelqu'un prend du temps augmente son temps professionnel, il le pique à son temps personnel. Est-ce que c'est souvent le contraire? Ben moi, je pense que ça peut être le contraire. Je peux très bien sortir un soir à 5 heures de chez moi, et je l'ai fait, même quand j'étais patron de la boîte, pour aller au conseil de classe d'un de mes enfants à 5h30 du soir, un jeudi ou un vendredi. Je pense qu'il y a des choses, c'est à nous de choisir. Quelles sont les valeurs qui nous accompagnent? Quel sens on a envie de donner à notre vie? Et ça se décline, ça se conjugue. Et le manager au quotidien qui est confronté aux urgences en tout genre. Est-ce que tu penses justement que l'outil coaching, l'outil mentoring, en tout cas la prise de recul avec quelqu'un d'autre, c'est un outil pour lui? Je pense, oui, je pense, parce que si on est capable de l'aider à y voir plus clair, en fait l'idée c'est que il faut prendre de la hauteur, il faut y voir plus clair. Donc l'accompagnant, j'aime mieux le terme accompagnant que coach, l'accompagnant c'est quelqu'un qui va faire un effet miroir. Il a pas trop une démarche d'expert, c'est-à-dire que l'idée c'est pas de résoudre à la place des gens, l'idée c'est de faire réfléchir pour que, prenant un peu de hauteur, ben, cette personne puisse faire elle-même ses propres choix. Moi je ne fais pas les choix à la place des gens, je les aide à faire ses choix. Et je crois que c'est ça qui est important, c'est qu'ils puissent être acteur de sa vie. Pour être acteur de sa vie, à mon avis, il faut qu'il écrive le scénario de ce qu'il voudrait qu'il se passe. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'écrit pas le scénario de ce qui se passe et qu'il subit toutes les contraintes des événements et des autres. Et donc, il est une marionnette dont les autres tirent les ficelles. Okay? Donc, je pense que ce qui est intéressant, c'est plus de dire qu'est-ce que j'ai envie de vivre, qu'est-ce que j'ai envie qu'il se passe la semaine prochaine, là, en lien avec les objectifs personnels et professionnels que j'ai. Et en conséquence, qu'est-ce que j'ai envie de faire pour y arriver? Savoir ce qu'on veut. Les gens qui savent gérer leur temps sont les gens qui savent ce qu'ils veulent. Qu'est-ce que tu veux? Obtenir ce qu'on veut ensuite et faire ce que l'on doit. Et dans ce sens-là, l'organisation est au service de la planification et la planification au service de la prévision, et pas le contraire. Pendant longtemps, moi j'ai pensé qu'il suffisait de s'organiser pour gagner 1 heure par jour. Bon, j'ai vite compris au bout d'un certain temps que ce n'était pas par ce bout-là qu'il fallait prendre le problème. C'est pour ça que je dis que c'est un problème d'attitude. Est-ce que j'ai envie de me battre? Parce que c'est facile de subir. Tu comprends, j'ai pas pu faire ce que tu m'as demandé parce qu'il y a machin qui a téléphoné ou parce que le truc est venu me demander de participer à une réunion qui m'a gonflé et à laquelle je n'avais pas envie d'être. Okay? Donc en fait, être libre, qu'est-ce que j'ai envie de vivre moi? Et en conséquence, qu'est-ce que je vais faire pour le vivre? Après, ben, effectivement, je vois si c'est cohérent, si ça rentre dans mon timing, et ça m'amène à refuser certaines choses, ça m'amène à dire, bon, ben, je vais différer certaines choses, il y a des choses que je dois faire et je vais faire, d'autres choses que je vais différer, des choses que je vais reporter, et des choses que je vais refuser. J'ai le droit de dire non aussi. Ça fait partie du choix, le non fait partie du choix. Et souvent on se dit, mais il faut tout que je rentre là, rentrer 1,5 litre dans une bouteille d'un litre, ça ne marche pas. Hein. Ce que je comprends de tout ton discours, en tout cas, et puis je le connais bien, parce qu'on a eu l'occasion souvent de travailler ensemble, c'est que c'est la reprise de la conduite de sa vie, en fonction de vraiment, fondamentalement, ce qu'on a envie de faire. Et il n'y a pas non plus une espèce de frontière virtuelle entre ce que je suis à titre personnel, ce que je suis à titre professionnel. Je suis et je peux prendre en main tout ça. C'est ça que j'entends. Absolument, absolument. Moi je crois que ça surprend toujours les participants au séminaire que j'ai eu l'occasion d'animer, de leur dire la maîtrise du temps vous appartient. Qu'avez-vous envie de faire pour reprendre à votre compte la maîtrise du temps? Tout est possible. Tout est possible. Ne nous
formalisons pas dans des freins, c'est pas possible, j'y arriverai jamais, je peux pas négocier. L'élément clé pour moi de gestion de temps, c'est la négociation. Tout est négociable, y compris avec notre patron. Et je crois que l'expérience m'a montré que dans l'entreprise, il y a des tas de gens qui sont extrêmement fiables, parce qu'ils promettent des choses et ils les tiennent. Et ces gens-là, ils ont une certaine rigueur, mais en même temps une certaine ouverture, c'est-à-dire qu'ils sont capables de donner du temps aux autres. Et souvent, on m'a dit, mais la gestion du temps que tu prônes, c'est une gestion du temps un peu très centrée sur toi, etc. Non, je crois que c'est le contraire, c'est l'ouverture. C'est l'ouverture, c'est la négociation. Je peux tout faire, qu'est-ce que j'ai envie de faire, et qu'est-ce qui est en lien avec les objectifs de l'entreprise aussi. D'où l'importance de bien avoir le sens, avoir la vision. Pour moi, un bon manager, c'est aussi quelqu'un qui a une vision globale et qui va la faire partager. Et qui ne veut pas non plus tout faire, qui est capable aussi de dire, bah ça, je le confie à quelqu'un d'autre, pour se centrer, lui, sur l'essentiel. Ce pourquoi il est payé. Merci beaucoup, Christian. J'ai l'impression que l'une des phrases, parmi toutes celles qui ont été citées et qui ont été de grande richesse, la maîtrise du temps nous appartient, la maîtrise du temps vous appartient. Encore faut-il le décider, encore faut-il savoir quel est le sens qu'on veut donner à sa vie. Donc c'est un peu plus large que ça. Merci beaucoup, Christian. Je pense que ce témoignage va inspirer beaucoup, je pense. Ok, donc, je te remercie beaucoup. Merci à toi. Au revoir.